Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui se veut être une sorte de bilan de mi-saison du CF Montréal. L'équipe ayant joué maintenant 20 matchs au moment où on se parle a donc franchi l'étape de la mi-saison et c'est assez pour nous donner un bon échantillon des performances individuelles de chaque joueur de l'équipe. Le format que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une tier list classant les joueurs selon plusieurs catégories. La première étant, est-ce que le joueur dépasse les attentes qu'on lui avait accordées au début de la saison? Est-ce qu'il les respecte? Est-ce qu'il est en dessous des attentes qu'on lui accordait? Ou bien est-ce qu'il connaît une saison catastrophique? Le but de la vidéo, c'est donc pas de savoir qui est le meilleur joueur et qui est le pire joueur de l'équipe, c'est simplement de savoir est-ce que l'équipe individuellement joue à la hauteur des attentes qu'on leur accordait. Dans cette tier list, j'ai inclus tous les joueurs qui ont joué plus de 2 matchs au moment où que la mi-saison a été franchie, ce qui veut dire que des joueurs comme Balou qui sont là depuis longtemps, qui n'a pas joué encore une minute de la saison, ou bien comme Sébastien Breza, le gardien de but qui joue depuis 2 matchs présentement, ne sont pas dans cette vidéo. Donc pour commencer avec la catégorie des joueurs qui dépassent selon moi les attentes, je vais sélectionner dans un premier temps Zoran Bassong qui, lorsqu'il est arrivé au club, on pensait pas qu'il allait prendre beaucoup de minutes, mais au moment où on se parle, il est le meilleur piston gauche de la formation montréalaise. Il a même été capable de dépanner à la défense centrale, même si c'est pas son poste de prédilection et ça se voit dans ses performances qu'il est un peu moins à l'aise à la défense centrale. Il a quand même réussi à dépanner et même donner des meilleures performances qu'un joueur comme Joel Waterman qui joue à ce poste depuis plusieurs années maintenant. Pour moi, le fait qu'on s'attendait pas à le voir autant jouer et qui en ce moment est le meilleur joueur à sa position de piston gauche fait en sorte qu'il dépasse largement les attentes qu'on lui accordait au début de la saison. Dans un deuxième temps, je vais prendre la sélection de Mathieu Choinière qui, au début de la saison, était assez bas dans la hiérarchie, surtout lorsqu'on considère que c'est un milieu de terrain de formation. Il a réussi à être un vrai couteau suisse pour l'équipe, notamment en étant un titulaire de choix en ce moment pour le poste de piston droit aux grands dépens de Zachary Brault-Guillard. Présentement, il offre de très bonnes combinaisons avec Joaquin Torres, ce qui fait en sorte qu'on le voit difficilement se faire déloger du 11 partant. Et selon moi, lorsqu'on voit qu'au début de la saison, ce poste était presque assuré à Zachary Brault-Guillard, le fait qu'il fait douter et brouiller les cartes fait en sorte qu'il dépasse largement les attentes aussi de son côté. Personne ne savait à quoi s'attendre de Ahmed Hamdi au début de la saison. Pourtant, il est présentement la meilleure option pour compléter le trio au milieu de terrain formé de Wanyama et de Mihailovic. Par contre, au moment de tourner cette vidéo, l'Impact vient tout juste d'annoncer la signature d'un joueur à caractère offensif en Matko Mihailovic et ça pourrait peut-être brouiller les cartes quant au futur de Hamdi s'il va devenir un joueur de rotation ou s'il va confirmer son poste de titulaire au milieu de terrain. Toutefois, le fait que l'équipe n'a jamais été aussi profonde, surtout au milieu de terrain, et que le joueur qui ressort du lot, c'est Ahmed Hamdi, ça fait en sorte que pour moi, c'est une saison pour lui très réussie, voire meilleure que ce qu'on attendait. Qui aurait pu dire en début de saison que notre meilleur attaquant de pointe allait être Mason Toye? Et oui, Mason Toye, qui est selon moi l'attaquant le plus tueur de tous ceux qu'on a présentement, et le fait que ses prestations lors de la dernière saison, lorsqu'il est arrivé à Montréal, laissaient un peu à désirer. Je crois que personne ne s'attendait à ce qu'il soit notre titulaire de choix au poste d'avant-centre. Donc, seulement pour ce fait-là, je crois que Mason Toye remplit son contrat, même au-delà de ça. Ensuite, Kamal Miller est, selon moi, le meilleur défenseur central de l'équipe présentement et probablement aussi le meilleur défenseur de la sélection canadienne. On savait en allant le chercher qu'il allait être un joueur solide et qu'il allait probablement être dans le 11 partant plusieurs matchs d'affilée, mais le fait qu'il soit autant bon, aussi solide et qu'il soit même capable de dribbler des joueurs pour relancer presque au milieu de terrain fait en sorte que c'est pour moi une acquisition complètement folle, très importante. Et même si on savait qu'elle allait être bon, je pense que personne allait s'attendre à ce qu'il soit aussi bon. Et aussi, je pense que personne ne pouvait s'attendre que Kamal Miller allait nous faire oublier Louis Binks. Et pour ça, selon moi, il dépasse les attentes. Et finalement, pour cette catégorie, je vais inclure Djordje Mihailovic, qui, même si on savait que ça allait être la meilleure acquisition du dernier mercato, nous aide tellement à bien contrôler le milieu de terrain. Et même à son jeune âge, il a pris l'équipe sur son dos
et sans lui, je sais pas vraiment si je pourrais donner chair de la peau du CF Montréal. À son jeune âge, il a été capable d'arriver et de s'acclimater très rapidement dès les premiers matchs de la saison. Et pour ça, selon moi, même si on savait qu'il allait être bon, il dépasse largement les attentes. On arrive désormais à la catégorie respecte les attentes et je vais commencer en y incluant les deux gardiens au début de la saison, soit Clément Diop et, je vais le trouver, James Pantemis. Selon moi, Clément Diop, lorsqu'il était avec l'équipe, a fait du Clément Diop classique, sans plus ni moins. Et quand que je revois les performances de James Pantemis, au moment où Clément Diop était encore avec l'équipe, selon moi, il a bien fait, mais il n'a pas été capable de prouver qu'il méritait plus le poste de numéro 1 que Clément Diop. Et au moment où on se parle, les deux dernières performances de Sébastien Breza viennent brouiller les cartes. Et encore là, on ne sait même pas si James Pantemis, à son retour, va nous donner des meilleures performances que Sébastien Breza. Donc, pour toutes ces raisons, selon moi, James Pantemis a montré qu'il était présent, qu'il était un bon gardien, mais il n'a pas dépassé les attentes en s'affirmant étant le gardien numéro 1 et pour ça, selon moi, il respecte seulement les attentes. Ensuite, je vais y aller avec la sélection de Rudy Camacho qui, selon moi, joue la meilleure saison de sa carrière, mais ses frustrations et ses crampes au cerveau habituelles font en sorte que tout est teindu de noir. Malheureusement, Rudy Camacho s'affirme comme étant le général de la défense, mais il a de la misère à contrôler ses émotions. Et pour moi, c'est ce qui le retient de ne pas dépasser les attentes. Il respecte le niveau qu'on s'attendait de lui, au moins depuis son arrivée. Ensuite, la prochaine sélection n'est pas vraiment une surprise. Je vais y aller avec Sunusi Ibrahim, qui, selon moi, lorsqu'on lui donne quelques minutes, montre de beaux flashs, mais par contre, il ne prouve pas qu'il est assez pertinent dans le 11 partant, mais c'est à peu près ce qu'on s'attend à un jeune recrue qui arrive dans l'équipe. Donc, il fait ni plus ni moins de ce qu'on attendait de lui. Ensuite, je pense qu'on peut affirmer que le vrai Victor Wanyama est enfin arrivé en ville. S'il avait joué cette saison comme il a joué la saison dernière, je l'aurais classé dans la catégorie en dessous des attentes, mais selon moi, on voit enfin tout ce que Wanyama a dans le ventre. C'est un vrai rock à la défense et en plus, même s'il a la mauvaise habitude de garder des fois trop longtemps le ballon, il fait tellement du bien dans le milieu, dans le contrôle du milieu de terrain. Donc pour moi, je pense qu'on voit le Victor Wanyama qu'on s'attendait de voir lorsqu'on l'a eu de Tottenham il y a un an. Lorsqu'on regardait l'effectif en début de saison, on savait qu'un des joueurs qui allait écoper de temps de jeu suite à la profondeur accrue au milieu de terrain allait être notamment Emmanuel Maciel. Toutefois, Maciel a été capable, lorsqu'il a été rentré en tant que remplaçant ou en tant que titulaire lors des derniers matchs, nous a montré qu'il avait une petite capacité supérieure à la moyenne de briser des lignes adverses en faisant des passes en profondeur ou des passes latérales plutôt dangereuses. Par contre, c'est pas assez pour l'équipe technique de le mettre sur le terrain à tous les matchs. Donc pour ça, je dirais qu'Emmanuel Maciel nous a montré un petit peu une extension de son jeu, mais n'a pas encore dépassé les attentes et n'a pas encore prouvé qu'il mérite plus de temps de jeu. En parlant de victimes de temps de jeu, je pense que la plus grande victime de la saison par rapport à la congestion au milieu de terrain, c'est Samuel Piette. Pourtant, Samuel Piette, je pense pas qu'il joue en deçà des attentes. Lorsqu'il rentre en fin de match, il fait du Samuel Piette, ni plus ni moins. Donc, il est plutôt victime du fait qu'il a à peu près le même poste que Victor Wanyama. Mais lorsqu'on regarde ses performances individuelles, il joue pas mal, il joue pas moins bien que ce qu'il a fait auparavant. Donc pour ces raisons, je vais le mettre dans la catégorie respecte les attentes. Kiki Struna, il fait pas du bien, il fait pas du mal. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus sur Kiki Struna? Ensuite, je vais mettre Zachary Brault-Guillard, qui, selon moi, montre des bons flashs un match sur deux. Il n'a pas été capable encore de démontrer qu'il était le grand espoir qu'on lui accordait lorsqu'on a été chercher le joueur de l'Olympique Lyonnais. Par contre, il ne joue pas vraiment une mauvaise saison. Le fait qu'il soit un peu dérangé par les bonnes prestations de David Choinière me fait dire qu'il ne dépasse pas vraiment les attentes
il fait ce qu'il a à faire sans plus. Et finalement, je vais y aller peut-être une sélection controversée, mais je vais y aller avec Joaquín Torres et je vais m'expliquer en fait là-dessus. Je pense que Joaquín Torres est un joueur unique en son genre dans l'équipe. Il n'y a personne qui est capable d'autant dribbler et de jouer aussi bien les 1 contre 1 que Joaquín Torres. Et même à ça, il a eu de la difficulté à avoir des minutes lors des premiers matchs de la saison. Donc ça me démontre qu'il a eu beaucoup de la difficulté à s'acclimater au système de jeu, ce qui est normal, mais ce qui fait en sorte que selon moi, il ne dépasse pas les attentes. Je pense que Joaquín Torres, son parcours jusqu'à présent ressemble un peu à celui que Piatti a eu lorsqu'il est arrivé avec l'Impact de Montréal. Mais par contre, s'il continue sur cette belle lancée qu'il a depuis les quelques matchs, parce que selon moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe depuis les quelques derniers matchs, il est, selon moi, à la fin de la saison, il va dépasser les attentes. C'est juste que le début de saison, assez nébuleux dans son cas, fait en sorte que je pense pas qu'il a dépassé les attentes. On arrive ensuite dans la catégorie des joueurs qui ont déçu, qui sont en dessous des attentes qu'on leur accordait au début de la saison. Et je vais commencer avec la sélection des 2 pistons gauche, en fait des 2 joueurs qui devaient occuper ce rôle au début de la saison, donc Mustafa Kisa et Lassi Lappalainen. En fait, ils ont vraiment été mis en difficulté selon moi parce qu'on leur a demandé de jouer un poste qui n'était pas leur poste de prédilection. Par contre, c'est assez étonnant de voir qu'ils n'ont pas été capables de s'acclimater avec autant d'entraînement et avec autant de matchs d'occasion qui leur ont été donnés. Et que en plus de ça, c'est Zoran Bassong qui va sortir du lot entre ces 3 joueurs-là, celui qui a techniquement le moins d'expérience des 3. Donc pour moi, à cause de ça, ils sont en dessous des attentes, mais le fait que je les ai pas classés dans le catastrophe, c'est parce que je crois que ces 2 joueurs-là ont encore une bonne marge de progression et peut-être que l'année prochaine ou peut-être qu'à la fin de la saison, on va voir qu'ils vont un peu plus briller à ce poste de latéral gauche. Donc, pour ces raisons, je les mets en dessous des attentes. Finalement, dans la sélection en dessous des attentes, je vais mettre Romell Quioto. Et c'est pas parce qu'il joue nécessairement une mauvaise saison. Il a quand même 2 buts et 3 passes décisives, ce qui est pas mauvais en soi, mais c'est vraiment en deçà de ce qu'on a vu de Quioto l'année dernière. Je vous le rappelle, le meilleur joueur de l'équipe la saison dernière, c'est vraiment pas le meilleur joueur de l'équipe présentement. Il manque terriblement de confiance, ça se voit autant dans ses gestes techniques que dans sa prise de décision. Et ça l'a même coûté à l'équipe au minimum 3 points parce qu'il a pris des mauvaises décisions ou parce qu'il a raté des occasions en or qui auraient pu closer le match. Donc pour ces raisons, Romell Quioto selon moi est en dessous des attentes, mais par contre il peut très bien revenir en confiance et nous redonner des performances comme il l'a fait l'an passé. On arrive à la catégorie catastrophe et là je tiens à vous rassurer directement, Wilfred Nancy n'est pas une catastrophe, je vais le garder pour la fin, mais on voit que les 3 derniers joueurs sont selon moi des catastrophes cette saison. Si on commence par Clément Bahia, malheureusement, je pense qu'il n'a juste pas le niveau. Je pense que ça aurait été dans son intérêt d'être prêté en CPL ou en USL bien avant, mais on voit que le jeune a des volontés d'avancer, de faire des passes vers l'avant, mais il n'est jamais au diapason avec les joueurs de son équipe. Il brise tout le temps un peu le tempo en fin de match lorsqu'on le fait rentrer, et pour ça, surtout si on additionne ça avec le fait que ça fait assez longtemps qu'il est avec le club et qu'il n'a pas été capable de prouver une progression constante, selon moi, c'est une catastrophe sa saison et malheureusement, je pense qu'il va prendre la direction de la CPL très bientôt. Ensuite, je vais y aller avec Joel Waterman qui a eu plusieurs occasions à cause des cartons rouges ou bien à cause des blessures, surtout liées à Kiki Struna. Joel Waterman, la seule chose qu'il a prouvé, malheureusement, c'est qu'il n'est pas de niveau pour suivre la MLS. Lorsqu'il joue des matchs, on a l'impression qu'il est tout le temps en retard et que le jeu se passe beaucoup trop vite pour lui, ce qui fait en sorte qu'il prend des mauvaises décisions ou qu'il prend des mauvaises fautes. Il a quand même une bonne capacité à faire des passes ou des fois à tourner en 1 contre 1 contre un joueur, mais c'est des flashs qui arrivent très rarement. Donc pour ça, selon moi, Joel Waterman, c'est une catastrophe. Même si les attentes n'étaient pas hautes, il n'a pas été capable de prouver que c'est un bon joueur de rotation. Même pas. Selon moi, Robert Torkelson, si je prononce bien son nom, lorsqu'il sera en forme et bien acclimaté avec le club, va le dépasser dans la hiérarchie, même à son jeune âge.
Donc pour moi, Joel Waterman est une catastrophe. Et finalement, dans la catégorie catastrophe encore, la plus grosse déception selon moi de cette saison, c'est Bjorn Jönsson. Et j'aimerais aussi préciser que le recrutement d'attaquants de pointe, c'est très difficile pour une équipe parce que, par exemple, si on prend un défenseur central, lorsqu'il arrive dans une nouvelle équipe, s'il est volontaire, s'il joue safe dans le doute, il peut quand même donner des bonnes performances. Un attaquant de pointe, s'il ne fait pas partie du système de jeu, s'il n'est pas capable de comprendre et de bien s'acclimater au système de jeu de l'équipe, il est complètement inutile. Et c'est un peu ce qui arrive avec Bjorn Jönsson selon moi. Donc, il n'est pas capable de s'acclimater, ses appels sont pas très bonnes, lorsqu'il est dans la zone payante, il capitalise pas. Donc, pour toutes ces raisons, il joue une très mauvaise saison selon moi et l'équipe risque de s'en débarrasser dès que l'occasion sera là. Et donc, Wilfred Nancy pour la fin. Je pense que la meilleure façon d'imager sa performance, c'est en se disant Thierry qui? Le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal? Le meilleur buteur de l'histoire de France? Et puis il a coaché l'Impact de Montréal? J'ai jamais entendu parler de lui. Donc selon moi, Wilfred Nancy dépasse largement les attentes parce qu'il a été capable de s'inscrire dans la continuité du projet depuis l'arrivée de Olivier Renard et même de le renforcer. Il prend des bonnes décisions au bon moment. Je trouve que ces changements ils sont bien faits au bon moment. Les bons joueurs jouent dans les bonnes situations. Et même si l'équipe a encore la mauvaise habitude de se faire marquer dans les dernières minutes de jeu, j'ai l'impression aussi qu'il y a une philosophie gagnante qui fait en sorte que l'équipe veut quand même toujours gagner dans les derniers moments. Je pense notamment au carton rouge que l'équipe a reçu contre Cincinnati. Et en fin de match, on voyait que l'équipe cherchait quand même à pousser pour aller chercher un but gagnant. Ou je pense aussi à la partie contre Atlanta, il y a à peu près 2 semaines, où on était encore à court d'un homme et que Zachary Brault-Guillard a foncé, qu'on voyait que le jeu était ouvert et qu'on essaie de capitaliser sur notre chance au lieu de se projeter vers notre zone et essayer de défendre coûte que coûte. Selon moi, ça témoigne d'une philosophie gagnante. On veut gagner des matchs et cette philosophie-là, elle est véhiculée par le coach et le staff technique. Donc, chapeau Wilfred Nancy. Il a pris une équipe que tout le monde s'attendait qui allait finir dans les bas-fonds et a fait en sorte que cette équipe, à chaque match, se bat pour une place en série. Surtout lorsqu'on regarde tout le nombre d'arrivées, je pense que c'est pas une job facile pour un entraîneur de prendre autant de nouveaux arrivants et leur inculquer une philosophie de jeu en si peu de temps, parce que je vous rappelle que Thierry Henry est parti presque au début de la saison. Donc, encore une fois, je me répète, chapeau. Wilfred Nancy a fait une excellente saison jusqu'à présent selon moi. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser en description le template de la tier list si vous voulez faire justement votre propre tier list. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou si vous êtes en désaccord avec certaines de mes sélections. Et j'ose espérer aussi voir mon template se retrouver un peu sur Twitter. Faites-vous du fun, essayez de vous prêter au jeu et de donner votre avis sur les performances individuelles des joueurs jusqu'à présent. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo si ça vous a plu. Et sur ce, à la prochaine.